Le Canadien est en voie de réussir là où plusieurs, comme les Sabres, les Sénateurs ou encore les Red Wings, ont échoué ou tardé à arriver. Comment Kent Hughes et Jeff Gorton ont-ils réussi à revirer ce gros paquebot en si peu de temps? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. La saison régulière est à peine commencée et qui sait où ce long marathon va mener, mais une chose est claire. Peu importe le résultat de la saison, série pas série, le Canadien, contre toute attente, a réussi une reconstruction courte, efficace, remplie de promesses et au risque de me répéter et surtout courte. Pensez-y. On a pris la décision de faire tabula rasa au beau milieu de la saison 2021-2022. On a connu 2 autres saisons de misère en 22-23 et 23-24 pour finalement retourner en série pas mal plus tôt que prévu en 2025. Encore une fois, je suis pas ici pour déclarer officiellement que le Canadien est d'ores et déjà parti pour être des aspirants à la Coupe, puis pour, je sais pas moi, les 4, 5, 6, 7, 8 prochaines années. Coudonc, je suis LeBron, moi, en 2010, quand il s'est joint au Heat. Soyons honnêtes. Ce club est toujours à une blessure grave à Nick Suzuki d'être dans le pétrin, pas à peu près. Mais en cette semaine où Jeff Gorton, ou plutôt Jeff Molson, oui, c'est mélangeant ça, 2 Jeff, a prolongé les contrats de Jeff Gorton et Kent Hughes, regardons comment le duo a réussi en si peu de temps, là où plusieurs autres organisations ont échoué. Ça revient pas mal tout à une chose. Un buzzword. Culture. Mais une culture, comment on bâtit ça? Personnellement, je note 5 éléments qui font en sorte qu'on est arrivé où on en est aujourd'hui. Tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. T'es buzzé ben raide avec le bon début de saison du Canadien et tu veux un peu plus de contenu hockey en français sur ton fil d'actualité. J'allais dire dans ton feed, mais ça, c'est pas en français. T'es à la bonne place. Abonne-toi. Ça coûte rien, ça prend 0,5 secondes et tu auras droit à 2 épisodes réguliers par semaine et des émissions en direct tous les soirs de semaine où le CH joue. Je te l'apprends peut-être. Oui, ton boy est live tous les soirs de match du Canadien dès 18h45 en semaine. C'est-tu pas beau, ça? Puis si tu le fais pas, c'est correct. Correct, je comprends. Mais il va falloir t'aller chercher la princesse dans un autre château. Désolé. Donc, la première chose que Kent Hughes et Jeff Gorton ont fait, ils ont fait fi du bruit. Ils manquent pas de respect. Ils disent jamais ou ne laissent jamais paraître quoi que ce soit qui pourrait être de la condescendance. Il n'y a pas d'attitude de nous, on sait ce qu'on fait, puis pas vous. Mais ils ont su penser à l'extérieur de la boîte. Think outside the box. Et faire comprendre dans un marché comme Montréal que pour arriver à ses fins, il fallait commencer quelque part. L'embauche de Kent Hughes, en soi, par Gorton, même celle de Gorton, ça a été des embauches au pire controversées, au mieux curieuses, aux yeux de plusieurs. Là, je parle spécifiquement de Kent Hughes, parce que Jeff Gorton, c'était pas curieux, c'était juste un petit peu controversé en raison du fait français. Et justement, plusieurs observateurs au Québec, au grand complet, souvenez-vous, ça faisait les manchettes même dans les médias généralistes. 2 Anglos qui allaient diriger le Canadien. Bon, je pense qu'il faut dire que certains ont vu le nom Kent Hughes, ont fait 1 + 1 = 4. Ils n'ont pas pris le temps de vérifier si, 1, il parlait français, oui, et 2, en plus, il est québécois. Bon, ça, si vous voulez mon avis, c'est une tempête dans un verre d'eau. Et entendez-moi bien, je tiens quand même à préciser que je trouve que le fait français est important chez le Canadien, particulièrement auprès de membres importants de l'organisation qui s'adressent régulièrement aux partisans, devant les médias, entre autres l'entraîneur-chef, et entre autres au moins un membre de l'état-major. Exemple, Kent Hughes. Bon, c'est dit. C'est juste que dans ce dossier-là, les critiques n'étaient pas justifiées. À mon avis, du moins, ça vaut ce que ça vaut. Non, c'était beaucoup plus la curiosité de la chose. D'engager un agent de joueur et pas, je sais pas moi, Pat Brisson. Kent Hughes était un agent d'expérience et reconnu dans son milieu, oui, mais aux yeux du grand public, moins. Et le nommer comme ça, directeur général carrément du Canadien de Montréal, en plus pas du Coyote de l'Arizona, c'est une première décision osée de la part de Jeff Gorton, mais qui jusqu'ici s'en est avérée toute une. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que Hughes et Gorton le répètent, là, il avait voulu l'embaucher plus tôt Kent Hughes dans sa carrière et il disait non. L'opportunité de devenir DG du Canadien était pour lui un job de rêve. À peine quelques semaines plus tard, le nouveau duo récidive, Martin Saint-Louis, est nommé entraîneur-chef. Quoi? Martin Saint-Louis? Le Martin Saint-Louis?
Fait quoi depuis qu'il a pris sa retraite? Il coach des pee-wee? Ben voyons donc! Écoutez, j'animais à la radio à ce moment-là, entre autres, beaucoup de tribunes téléphoniques, et même si beaucoup étaient prêts à donner la chance aux coureurs, un coach pee-wee, dit de façon sarcastique, j'ai pas assez de mes 10 doigts et de mes 12 orteils pour compter le nombre de fois que j'ai entendu ça, particulièrement après des mauvaises performances dans les débuts de Martin Saint-Louis. On n'en a rien eu à faire. Hughes et Gorton ont pris des paris, tantôt risqués, tantôt calculés. Ils ont toujours été prêts à faire face à la musique et faire fi de la pression partisane et médiatique pour suivre leur plan qui, jusqu'ici, va pas payer pantoute. La deuxième chose qu'on a fait à merveille dans cette nouvelle ère, ça a été de prioriser le talent. Ça peut sembler une évidence, j'en conviens. C'est pas de réinventer le pain tranché, moi, là. Mais ça n'était pas tout le temps une évidence sous le règne de Marc Bergevin. Il y avait une certaine mentalité à l'ancienne, ou du moins de grinder, ce qui cadrait d'ailleurs avec le style de joueur qui était Marc Bergevin, d'aller chercher des joueurs papier sablé. Et entendez-moi bien, il n'y a absolument rien de mal à ça. Ça a même failli fonctionner. Par la porte d'en arrière, quand le Canadien accédait à la finale de la Coupe Stanley avec un Carey Price qui a mis sa carrière littéralement sur la ligne, derrière un top 4 en défense qui jouait du Sherwood comme dans le temps des Deschores. Mais comme je disais, ça a pris un Carey Price qui marchait sur les eaux. En fait, c'est un peu la recette montréalaise au 21e siècle. Espérer que ton gardien vedette, que ce soit Théo, Alak le temps d'un printemps ou Price, pendant une décennie dans son cas, fasse le gros de la job et qu'on gagne 2-1. On va chercher bien du papier sablé, bien du grit, bien du caractère, tout ce que vous voulez. Puis c'était un peu ça, l'identité de l'équipe. Le problème, c'est que, puis encore une fois, il n'y a rien de mal à aller chercher du grit, là. Mais la chose la plus difficile à aller chercher, c'est le talent. Des Nick Suzuki, des Lane Hudson, des Cole Caulfield. C'est ça qui est difficile à aller chercher pour une équipe. Non, aucun des joueurs que je viens de mentionner ne sont des Connor McDavid ou des Sidney Crosby. Mais ça reste que ce sont des joueurs de haut talent. Tu trouves pas ça à tous les coins de rue. Et en tout respect pour tous les joueurs de la Ligue nationale de hockey qui sont 1000 fois meilleurs que moi, là. Des Steve Hutt, des Dwight King, t'en trouves un petit peu plus à tous les coins de rue. Le Canadien a d'abord priorisé le talent. Plein les coffres de talent, tellement qu'on peut se permettre à commencer à le marchander et surtout, plus tu as de billets, plus tu as de chances de gagner la loterie. On en a repêché tôt des joueurs de talent, comme Demidov. En deuxième ronde, comme Lane Hudson, on s'est permis de soigner pour la clôture parce qu'on menait 12-1 en première manche. Ce que je veux dire par là, c'est que les Canadiens avaient beaucoup de choix au repêchage cette année-là. Lane Hudson, oui, c'est un coup de circuit, mais il y avait des chances que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il a été repêché en deuxième ronde et non pas très très haut repêchage comme Quinn Hughes. Ça donne présentement l'équipe du Canadien la plus talentueuse au 21e siècle. La meilleure? Non, peut-être pas. On ne va pas manquer de respect à l'édition 2007-2008, entre autres, qui comptait sur des bons vétérans, qui a terminé au sommet de l'Est. On ne va pas manquer de respect à l'édition 2013-2014, mais en termes de talent pur, déjà, t'en avance. Mais tout le talent au monde, ça ne change rien si tu n'as pas de structure. Si tu n'as pas un plan concret et surtout que tout le monde le voit, le plan concret, les Sabres en sont la preuve. Les Wings, un petit peu aussi. Puis toutes les formations qui ratent les séries là, pendant plus de 5 ans puis qui tournent en rond. Ce qui m'amène au troisième point. Le Canadien a été transparent dès le début. Avec les partisans, avec vous, là, avec les médias et surtout avec les joueurs. Je passais ma jeunesse à entendre qu'une reconstruction, ça ne fonctionnerait pas à Montréal. Pourtant, pratiquement tous les clubs qui deviennent des formations d'élite sur plusieurs saisons, qui ont vraiment des réelles aspirations à la Coupe Stanley, qui arrivent à un moment où c'est coupe ou rien pendant 2-3 ans, elles ont tout au moins passé une séquence de quelques années où elles ont dû passer par le bas fond, aller chercher plusieurs bons joueurs de talent, au moins toute une petite construction ou reconstruction. Peut-être que c'est parce qu'ils venaient de l'extérieur. Gorton est américain et Hughes était aux États-Unis depuis des décennies. Peut-être que c'est par excès de confiance, qui jusqu'ici, du moins, semblait justifié. Peut-être que c'est par intelligence aussi. Les deux hommes ont vendu à Jeff Molson un plan qui allait faire du Canadien une équipe qui allait devoir passer par les bas-fonds, c'est quoi, je suis français, moi? De façon, disons, volontaire, pour une première fois dans son histoire. Mais je le disais, il y a 15 secondes à peine, Ferry Wine. Oui, presque toutes les formations passent par là, les bonnes formations. Mais on peut aussi dire que plusieurs restent là. Et il est là le danger. C'est bien beau déconstruire, mais c'est la partie facile.
C'est reconstruire qui est difficile. On a été transparent envers nos vétérans. Certains comme Brendan Gallagher, Josh Anderson, David Savard sont restés. Certains par choix, d'autres parce que, probablement que dans le cas de Gallagher, arrêtez dur de transiger. Ils ont été instrumentaux, ces gars-là, dans la remontée. On n'a pas donné tout de suite les clés de la maison au grand complet aux kids. Oui, on a fait de Nick Suzuki le capitaine, mais c'est pas grave. Il faut dire aussi que Nick Suzuki, c'est un premier de classe. Fait que, il avait le droit d'avoir les clés. Le prof faisait confiance. T'as d'autres gars comme Mike Matheson qui sont arrivés, qui ont donné un nouveau souffle à leur carrière, qu'on pensait peut-être que ça allait juste être un tremplin vers d'autres choses pour lui, mais finalement, non, il est encore là, puis il est un membre important de l'équipe. L'organisation était claire. Le but, c'est de vous amener sur un long chemin. Faites ce petit bout de chemin-là sur le long chemin avec nous. Il faut que vous y participiez, il faut que vous mettiez du vôtre. On leur a dit que les résultats à court terme ne seraient pas les plus importants, mais on les a tenus imputables. C'était pas « Hey, on gagne pas, puis un jour, on va se mettre à gagner ». Non, on a compris qu'il y avait une montagne à gravir. Puis on n'allait pas prendre la gondole pour monter la montagne, on allait faire le hike au grand complet. Et il ne faut pas non plus sous-estimer la part de Martin Saint-Louis là-dedans. Certains diront que c'est peut-être le meilleur coup du duo jusqu'ici, l'embauche de Martin Saint-Louis, qui finalement, le petit coach Pee-Wee, il est pas pire pédagogue, il fait comprendre bien des affaires à bien des joueurs, il réussit à les mettre confortables et tout ça. Il y en a plusieurs qui vont dire que c'est peut-être le meilleur coup de Hughes Gorton jusqu'ici, l'embauche de Martin Saint-Louis. J'irais peut-être un petit peu plus loin. Et par le fait même, j'irais au point 4, la patience. Martin Saint-Louis en est maintenant à 288 matchs au moment de l'enregistrement de cette vidéo derrière le banc du Canadien. C'est le deuxième plus long règne chez le Canadien au 21e siècle, après le deuxième passage de Michel Therrien. Oui, plus long que le deuxième de Claude Julien, je sais pas moi, Guy Carbonneau, etc. Des occasions de passer à autre chose, il aurait pu en avoir. Hughes et Gorton auraient pu avoir la gâchette facile quand certains trouvaient que le club ne progressait pas, ce qui me ramène d'ailleurs au point 1, faire fi de la pression extérieure, parce qu'il y en a eu. Il y a eu des moments où on regardait en 22-23, 23-24, on regardait l'équipe et on disait, est-ce qu'elle progresse? Martin Saint-Louis puis ses concepts de défense, puis ses belles phrases, là, il est en train de nous en dire, où c'est qu'il s'en va, lui? On aurait pu passer à autre chose. Mais, d'ailleurs, sur celle-là, c'est rare que je fais ça, mais sur celle-là, je une petite tape dans le dos, là. Je suis fier de dire que je suis d'accord avec cette décision-là. Puis là, je comprends que c'est facile à dire là, mais j'étais d'accord, même dans le plus creux du creux, parce que t'engages un coach recru. Si t'es pour engager un entraîneur recru, il faut que tu sois prêt à être patient avec lui comme tu le serais avec un joueur recru. Pour moi, c'est la même chose. Oui, Martin Saint-Louis est un membre du Temple de la Renommée comme joueur, on s'en fout. Il commence un nouveau job, complètement. Fallait être patient avec lui. Ils l'ont été, mais la patience ne s'arrête pas là. On l'a été avec des joueurs comme Samuel Montembeault, qu'on a tranquillement laissé devenir gardien numéro 1. On l'est avec Juraj Slafkovský, et c'est une bonne chose. On n'a jamais pris une décision qui aurait pu accélérer à court terme l'équipe en sacrifiant du futur. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été répété ad nauseam par Hughes, mais c'est vrai. Oui, on a acquis Patty Laine, mais contre, en tout respect, Jordan Harris. Donc, pas grand-chose. Encore une fois, en tout respect pour Jordan Harris, que j'aimais bien. On a laissé le noyau mûrir. On a gardé nos quelques bons vêtres proches pour bien les épauler, mais aussi pas le choix d'être honnête. On a eu aussi un peu de chance, un tout petit peu de chance du côté de la nouvelle administration du Canadien. On a eu la chance que Marc Bergevin, bien que son règne ne s'est pas bien terminé, il n'a pas tout foutu en l'air. Et son plus grand legs à Marc Bergevin, le contrat de Nick Suzuki, qui est rapidement devenu une des belles aubaines de la Ligue nationale de hockey et la base de l'échiquier salarial sur lequel se base maintenant le Canadien pour réussir à signer jusqu'ici tous ces jeunes joueurs à des contrats très avantageux. Je dis Suzuki, mais Cole Caulfield, Caden Goulet s'est repêché sous le régime précédent également. Monty, je viens d'en parler, c'est Big Mark qui l'a réclamé au ballottage. Et après ça, il est devenu ce qu'il est devenu. Le Canadien a fait un bon travail avec lui, mais c'est Big Mark qui l'a réclamé au ballottage. Un peu de chance aussi quand les Blackhawks, les Ducks et les Blue Jackets ont décidé de passer par-dessus Ivan Demidov au repêchage. Mais, personnellement, je ne sais pas pour vous, je suis du type qui croit fermement que dans la vie, on fait notre chance. Et Hughes Gorton font la leur avec de bonnes décisions. Encore une fois, j'ai peut-être l'air de parler comme si tout était en place, que le Canadien s'est réglé, que Kent Hughes, Jeff Gorton, c'est de l'or en bas, c'est des génies et tout ça. On est en Cadillac pour les 20 prochaines années. Et non, pas encore. Il y a aussi, d'ailleurs, eu de moins bons coups. Il ne faut pas se faire de cachette. Ils ne sont pas parfaits. Dak et Newhook sont les deux plus évidents. La transaction Arthurie-Lekonen, à première vue, plusieurs disent que ce n'est pas une bonne transaction. C'est défendable. Mais on a sauvé ça avec l'acquisition de Carey. Il y a aussi de ça un peu dans le duo Hughes-Gorton. Je trouve qu'on n'a pas d'ego mal placé.
j'étais pas un détracteur de Marc Bergevin, mais par moment, je pense qu'un de ses grands défauts en tant que directeur général, c'était que justement, il avait peut-être de l'ego mal placé. Il tenait trop longtemps à ses mauvaises décisions au point où ça paraissait mal. Le Canadien aurait pu essayer de continuer de vouloir absorber l'échange Lekonen en essayant de continuer avec Justin Barron. On s'est rendu compte que ça marchait pas. Boum, on en a passé une petite vite. Au petit bonhomme, pas de coup. Comme on en a peut-être passé une petite vite aux Blues de Saint-Louis, mais ça c'est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Au final, ces 5 éléments-là font en sorte qu'on parle aujourd'hui de culture. Et très positivement à Montréal. Ça fait du bien. Combien de fois dans ma vie j'ai entendu parler, je sais pas moi, de la culture des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, des Spurs de San Antonio, des Bruins de Boston, des Pittsburgh, des Penguins de Pittsburgh. Non, mais que là, on parle de ça à Montréal, je trouve ça, franchement, très, très le fun. On parle plus non plus d'une équipe qui dépend de 1 ou 2 joueurs. Imaginez Demidoff, là, s'il était arrivé dans le même contexte que Jonathan Drouin. Tu sais, il y en a qui disent qu'on met trop de pression sur Demidoff. C'est pas vrai. On fait juste reconnaître qu'il est bon en temps. Jonathan Drouin, lui, il est arrivé avec toute la pression du monde parce que Drouin, s'il performait pas, et c'est ce qui est malheureusement arrivé, il était dans la muerde. Vraiment. Il est arrivé, on a pris Jonathan Drouin, là, puis il était tous les œufs du panier en même temps, pauvre gars. Après ça, je veux dire, il y a ses torts aussi, là, Jonathan Drouin. Là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Pendant longtemps, le Canadien, c'était Carey, puis c'était peut-être un peu piqué Markov en défense, puis Max Pacioretty, Joe Drouin en attaque, c'était pas mal ça. Là. Si eux ne performaient pas, ça allait pas bien. Mais là, non, c'est une équipe. La pression, justement, elle est comme absorbée par l'ensemble des piliers. Puis un gros plancher, là, pas mal plus facile à tenir. Quand tu as bien des piliers éparpillés, un pilier au milieu sur lequel le plancher, il tient là, comme ça en équilibre. Vous comprenez? Ça doit être très visuel, cette affaire-là. Faire fi de la pression, prioriser le talent, transparence, patience et oui, un peu de chance. Il faut le reconnaître. Ce sont les 5 éléments qui, selon moi, font en sorte qu'aujourd'hui, on parle du Canadien comme une équipe qui est en voie de réussir sa reconstruction en moins de temps qu'il ne le faut pour dire Quidditch. Es-tu d'accord? Est-ce qu'il y a un 6e élément que tu ajouterais? Et si oui, c'est lequel? Sinon, est-ce qu'il y a des éléments que tu remplacerais? Comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense que Lane Hutson est peut-être le plus gros tour de magie de Kent Hughes jusqu'ici? C'est là. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!